Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'évasion. Aujourd'hui dans Invitation au voyage, je vais vous emmener sur la côte d'Opale, avec ses plages immenses et ses champs de blé. Notre guide, un peintre fasciné par la lumière changeante de la région. Nous plongerons dans les toiles d'Eugène Leroy. Dans l'héritage, nous irons en Palestine, au temps où cette région du monde était sous la domination ottomane. Au temps où s'est forgée l'idée d'une nation. Ce qui reste de l'époque ottomane à Jérusalem, c'est aussi un certain équilibre entre les communautés, entre les traditions religieuses que l'Empire ottoman avait parfaitement su préserver, parfaitement su respecter. Celui que je vais vous présenter à Bangor avait un beau palmarès de crimes et de braquages à son actif. Son histoire a secoué l'état du Maine, elle a même été reprise dans un roman de Stephen King. Avis de recherche en vue dans l'incontournable. Enfin, quelques braises, une marinade ail coco, voilà ce que nous réserve la recette du jour. Nous serons au Mozambique pour savourer du poulet à la zambézienne. Du poulet où la noix de coco a son mot à dire. On assiste à un rituel où la noix de coco émet un son magnifique. Je n'ai pas besoin de regarder ce que je fais. J'écoute ce que la noix de coco me dit. Et voilà, on peut voir qu'il n'y a plus rien à enlever ici. Il paraît que le diamant est le meilleur ami de la femme. Eh bien, aujourd'hui dans la devinette, je vous demande pourquoi le diamant peut être considéré aussi comme le meilleur ami du Panama. Et je vous parle plus précisément d'un diamant dont regorge la Chapada Diamantina, un endroit situé dans l'état de Bahia, au Brésil. Cette pierre précieuse a fait les beaux jours du Panama. Pourquoi ? Je vous le dirai en fin d'émission, mais pour commencer, on va prendre la lumière dans le Nord. À l'instar du peintre Eugène Leroy, qui toute sa vie a cherché à la saisir dans son œuvre. C'est l'inspiration. Comment apprivoiser cette lumière du Nord, si capricieuse? Comment en saisir les nuances, tour à tour subtiles et intenses? Peindre la mer, les champs flamands, comme il les ressent. Telle est la quête sans répit d'Eugène Leroy. Né en 1910 à Tourcoing, l'artiste entretient un rapport viscéral avec sa région natale, y creusant son sillon entre figuratif et abstrait. S'il est aujourd'hui célébré pour sa modernité, sa reconnaissance tardive dans les années 80 ne change rien au quotidien de cet homme du Nord. Sur ses toiles s'anime dans un enchevêtrement de strates et de coulures une nature vivante, quasi organique. Son ami Marc Renet se souvient de ce combat obsessionnel mené pendant plus de 70 ans par celui qui fut son compagnon de travail. Eugène disait, c'est ma peinture qui me fait. La construction de sa lumière, c'est pas fait du jour au lendemain, c'est toute une vie. C'est sa lumière à lui. Le leitmotiv, c'est peindre, 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 et encore peindre. Et quand on aura marre de peindre, eh ben, peindre pour te distraire. La première révélation de cette lumière du Nord, Eugène Leroy l'a eue sur la côte d'Opale, entre le cap Griné et le cap Blanc-Nez, à 2 heures du domicile familial. Ici, on est vraiment dans un territoire qui est totalement escarpé, en fait, découpé par le vent, par l'océan aussi, qui attaque les falaises. Et puis, on a toutes ces roches, ces grisâtres, ces formes moussues qui sont le long de la plage. Et puis on a cette lumière qui est comme laiteuse, qui vient sur la surface de l'eau, qui vient faire en sorte que les éléments se confondent. Donc quelque part, on vient se laver un peu l'esprit, se laver les yeux pour aller voir un paysage qui, somme toute, est quand même sublime, quoi. Ce qui nous ramène à des questions d'infini, de vide en même temps. Un infini encore plus perceptible dans l'immensité de la plage voisine de Gravelines, offrant au regard un horizon sans aucun obstacle. Le jeune Eugène Leroy, orphelin de père à 1 an,
et élevé par un oncle prêtre, forge sa sensibilité face à ces lignes irréelles. Enfant, venir ici, c'est sortir aussi cette espèce de carcan religieux très fort, très orthonormé, avec des règles, pour venir rencontrer la liberté, tout simplement. Il y a un point de fuite, et ce point de fuite, il vient s'ancrer dans l'enfance à travers des promenades dans ces paysages du Nord. Peindre, c'est restituer la trace, le résidu de l'émotion du début. Pour attraper ces visions fugaces de l'enfance, les aplats aériens de l'aquarelle sont ses premières armes. L'aquarelle, des pratiques mouillées, en fait, très humides, qui sont proches, en fait, finalement, des impressions climatiques et atmosphériques qu'on peut ressentir ici. Ça permet de capter complètement la lumière, qui est une lumière vraiment particulière, qui est une lumière typiquement nordique. Dans le paysage, on est dans une confusion entre les arbres, entre la mer, entre l'océan, la plage, le ciel. On va avoir une intensité. Cette intensité, c'est là où va confluer la lumière. Là où la lumière va frapper. Et il est toujours très juste là-dessus. Et c'est pas une lumière froide. C'est pas une lumière arrêtée. C'est donc cette lumière de la métamorphose, du changement, qui parfois alors, peut osciller aussi vers la tempête. Il faut être méfiant, c'est-à-dire que ces aquarelles qui ont l'air parfois d'être tranquilles, c'est parfois le moment où tout va se basculer. Et Eugène Leroy me semble réussir à prendre ce phénomène-là. Il s'essaie aussi à la peinture à l'huile dans des marines qui captent l'atmosphère abstraite des ciels changeants. Sa vision échappe déjà au figuratif. Dans la campagne proche de Tourcoing, autour du village d'Halluin, l'harmonie des champs de blé rappelle à Eugène Leroy les paysages des maîtres flamands tels que Rembrandt, qui constituent des modèles dans sa quête de lumière. Ça, c'est beau. C'est beau. Et après. Et c'est pas en regardant le paysage, tout simplement, qu'on devient un peintre. C'est par le contact de la peinture, que ce soit Rembrandt, que ce soit Cézanne, que ce soit etc., Hugo van der Goes. Il dompte définitivement la peinture à l'huile grâce à la contemplation de chefs-d'œuvre qu'il interprète à sa manière, comme la parabole des aveugles, inspirée du tableau de Bruegel l'Ancien. C'est la lumière qui construit tout. C'est lui qui le dit. Et alors, par comparaison, on peut prendre la lumière du Sud, qui est une lumière écrasante, frappante, tandis que cette lumière du Nord, c'est une lumière qui est enveloppante. J'allais dire qui pénètre les choses. On ne voit pas les choses d'une manière... Un arbre, on ne le voit pas de manière frontale, la lumière passe à travers. Donc c'est une lumière qui va, en quelque sorte, sourdre. C'est le mot d'Eugène, ça. Une lumière qui va sourdre de la toile. Quand on dit sourdre, ça veut dire une source qui sourd du sol. Mais là, c'est la lumière qui doit sourdre, qui va venir de la matière même de l'arbre, quoi. Donc c'est l'anti-intellectuel. D'abord, il salit les choses et après, hop, les choses adviennent. Lumière devant, lumière derrière. Voici les mots que martèle le peintre. De la profondeur de la toile émergent des formes humaines, des autoportraits qui fusionnent avec la nature. Mais si on regarde les portraits d'Eugène, les yeux, tout d'un coup, deviennent des taches. Donc, j'allais dire, c'est presque un coup de poing. Ça devient... C'est pas un portrait, c'est une tête. Et si on analyse bien les choses, par exemple, tout ce qui va se passer entre cet œil et, j'allais dire, le sexe, c'est exactement ce qui peut se passer dans un paysage. Toute cette lumière qui va glisser sur un corps, c'est d'abord des taches, c'est d'abord de la peinture. C'est la peinture qui cherche, avant tout. Et
à travers la peinture, c'est la lumière. Le canal de Roubaix relie les villes du Nord à la Belgique et devient l'horizon familier d'Eugène Leroy, qui s'installe non loin de là, à Wascal, en 1958. Il n'y a rien de si beau qu'une flaque qui reflète la lumière. C'est la boue et le ciel en même temps. C'est mon affaire. Chez Eugène Leroy, il y a une matière première et qui ramène au paysage automatiquement, qui va ramener à ces particularités du paysage de Wascal, de ces berges, qui sont la terre, évidemment le ciel, mais aussi les écorces des arbres. Cette matière qui rappelle ces peintures. Eugène Leroy peignait quasiment presque comme la nature fait les arbres ou produit les éléments de ces éléments. On est saisi littéralement devant une peinture d'Eugène Leroy sur ce côté totalement naturel en fait. Dans l'atelier de sa maison à Wascal, il se consacre uniquement à la peinture après une carrière d'enseignant grâce à sa notoriété grandissante. Sa quête se concentre sur le lent cycle de saison qu'il observe de ses fenêtres aux côtés de Marina. Il renoue avec les thèmes classiques, le nu, mais ce qui l'obsède, c'est l'effet de la lumière sur les corps. Donc là, il y avait le lit où je posais. Donc le matin, je me mettais là, sur le lit, quoi. Je jouais de la flûte, je lisais des bouquins, nanana. Et puis il peignait, mais il y en avait partout, quoi. Et donc, voilà, quoi. J'attendais qu'il finisse, mais il finissait jamais sa toile, quoi. Parce que le lendemain, il regardait justement le paysage qui était en bas, et il disait « Ah, la lumière, demain, je vais la remettre sur cette toile ». Donc peut-être que l'épaisseur est arrivée comme ça, parce qu'il n'était jamais content, toujours insatisfait. Il disait pas « Tiens, celle-là, c'est la belle lumière ». Non. Je voudrais toucher la peinture comme la peinture vous touche. La toucher. Je le dis comme on aime une femme. Alors il prenait ses pinceaux, il en prenait 3 dans ses doigts, là. Il savait telle couleur dans tel pinceau, telle couleur dans tel pinceau, Et là, il allait vraiment... Par exemple, il mettait du bleu là, il savait que le jaune était là, il allait le mettre là. Comme si il jouait de la musique, quoi, tu vois. Il mettait bien ses notes sur une partition, tu vois. Comme un mec qui écrit de la musique, quoi, tu vois. Il accumule la matière, travaillant certaines de ses toiles des décennies entières. Ici, c'était des paquets et des paquets qu'on recevait toutes les semaines, même. Toutes les semaines, on recevait des paquets de peinture. Même le centre des impôts, ils sont venus un jour parce qu'ils croyaient qu'ils faisaient de la revente de peinture, quoi. À Tourcoing, l'ancien musée des Beaux-Arts, rebaptisé le MUBA Eugène Leroy après sa mort en 2000, célèbre à la fois l'ancrage local et l'aura internationale de ce peintre du Nord. Dans ses dernières œuvres, à plus de 80 ans, il étonne par sa radicalité en créant sur la toile des reliefs toujours plus abrupts, jouant avec la perception du spectateur. Sous l'épaisseur de quelques centimètres, sa première couche de peinture à l'huile n'est pas encore sèche, faisant surgir des présences dans cet empattement inégalé. Cette patiente évolution qui s'est forgée au contact de la lumière du Nord, rugueuse et féerique. Eugène Leroy s'intéresse à la lumière et Thomas Chauvineau, lui, s'est plongé dans le noir, celui qui fait peur. Heureusement, dans le Nord, la peur, on sait la conjurer. C'est le clin d'œil. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit pour conjurer la peur? Celle qui vous fait dresser les cheveux sur la tête.
Ces terreurs enfantines qu'on éprouve la nuit seul dans sa chambre parce que, sous le bureau, un monstre se met à grogner. Parce que cette poupée, qui le jour a une tête franchement sympa, se transforme en clown tueur à la faveur de l'obscurité. On peut appeler à l'aide « Papa, maman !» Mais ce n'est pas toujours facile. Parfois, la voix refuse de sortir, la peur paralyse. Vous pouvez aussi rallumer la lumière, souvent, ça suffit pour faire fuir les monstres. Mais si vous êtes dans le nord de la France, vous pouvez faire un tour à la chapelle de Boskep. Peur du monstre tapis sous le bureau, du clown tueur, mais pas seulement. Ça marche aussi pour les peurs d'adultes, peur du chômage, de la maladie, peur pour ses enfants, peur de rater un examen, un entretien d'embauche ou son permis de conduire. Elle porte bien son nom, Notre-Dame de toutes les peurs. À l'intérieur, Marie est d'ailleurs bien livide, comme si elle avait vu la Vierge. Ou alors un fantôme terrifiant. Cette chapelle est située à un croisement, et au Moyen-Âge, le croisement est le lieu de toutes les superstitions. On y accroche les pendus, les sorcières s'y donnent rendez-vous, et on peut aussi y croiser le diable. C'est d'ailleurs parce qu'il a croisé ici Satan plusieurs fois qu'un paysan aurait bâti cette chapelle au XVIIIe siècle. Sur la grille, des morceaux de tissu ou même des tétines. C'est la tradition des loques. Dans les chapelles, les calvaires, sur les arbres, on trouve dans la région des vêtements noués, des jouets et même des mèches de cheveux. Ils sont accrochés en prononçant un vœu qui se réalise une fois que le vêtement se détache. Enfin, personne n'a jamais pu en apporter la preuve, mais dans le doute, on ne sait jamais. Un peu comme les ex-voto dans les églises, ces sculptures fabriquées par un artisan en échange d'un vœu réalisé. Ex-voto signifie selon le vœu fait. Mais le petit plus de la loque, c'est que c'est gratos, pas besoin de payer un artisan. Les loques non seulement exaucent les vœux, mais elles sont aussi les championnes du pouvoir d'achat. Allez, je vous emmène en Palestine maintenant, au temps de la puissance des Ottomans. Soliman le Magnifique détient déjà une grande partie du monde entre ses mains et c'est avec lui que commence notre héritage. Le couvre-chef que portent les Samaritains, les murailles qui ceignent Jérusalem ou le souk de Naplouse sont en Palestine autant de traces de la longue, très longue présence ottomane. 4 siècles, du début du XVIe au début du XXe, l'une des plus pérennes de l'histoire. Petite province perdue dans l'immensité de l'Empire ottoman, la Palestine va s'affirmer au fur et à mesure des 400 ans de domination. C'est peut-être là que s'est forgée l'idée d'une nation palestinienne, dans cette lutte pour s'affranchir de ce géant. Les remparts de Jérusalem sont l'un des principaux symboles de la ville moderne, mais aussi l'un des tout premiers apports de l'Empire. Quand Soliman le Magnifique monte sur le trône, la Palestine fait déjà partie de l'immense empire ottoman, arraché au début du XVIe siècle aux Mamelouks, les sultans égyptiens. Arrivé au pouvoir, il fait aussitôt rénover ses remparts pour protéger les lieux saints. Il entreprend également de restaurer le dôme du Rocher, l'une des plus importantes mosquées de la ville. Pour les Ottomans, qui pratiquent l'islam, ce sont des lieux essentiels. On a toujours cette image, cette formule, Jérusalem, 3e lieu saint de l'islam. En vérité, les historiens considèrent que Jérusalem, c'est le premier lieu saint de l'islam, au sens strict, au sens chronologique. Pourquoi? Parce que Mahomet, très longtemps, a prié vers Jérusalem avant de prier vers la Mecque. Puis la deuxième chose, c'est que le dôme du Rocher, il est construit en 692, 50 ans à peine après la révélation de Mahomet. C'est le plus ancien monument islamique conservé au monde. Et à l'époque de Soliman le Magnifique, déjà, c'est bien plus ancien que tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on pouvait trouver, y compris à l'époque à la Mecque. Et donc pour le sultan calife Soliman le Magnifique, il est très très important de s'y investir de façon monumentale avec la construction de ces fameux remparts de Jérusalem. Mais musulman pragmatique, Soliman sait qu'à Jérusalem, qui compte des musulmans, des catholiques, des orthodoxes et des juifs, les religions doivent coexister.
Dans l'entourage de Soliman, il y a celui qui va financer la construction des murailles de Jérusalem, c'est Abraham Castro, un collecteur des impôts juif. Et puis l'architecte Sinan, son architecte préféré, son architecte en chef, qui est chrétien. Donc on voit bien qu'il y a autour de ce chantier un certain nombre d'influences très complexes qui disent aussi toute la richesse culturelle de cet empire ottoman du XVIe siècle. En favorisant la coexistence des trois religions monothéistes, Soliman entend créer une élite religieuse sur laquelle il compte s'appuyer pour gouverner à distance. Constantinople, la capitale de son empire, est à 1700 km de route de Jérusalem. Ce qui reste de l'époque ottomane à Jérusalem, c'est aussi un certain équilibre entre les communautés, entre les traditions religieuses que l'Empire ottoman avait parfaitement su préserver, parfaitement su respecter. Ces statu quo, ils sont toujours en vigueur aujourd'hui, ils sont toujours respectés par les autorités israéliennes, par les autorités jordaniennes, par les Palestiniens, par les institutions catholiques. Donc ça, effectivement, c'est un legs très concret de l'Empire ottoman à non seulement l'histoire de Jérusalem, mais aussi son actualité et ses habitants d'aujourd'hui. Dans les décennies qui suivent la conquête ottomane, Jérusalem devient une ville florissante. Sa population triple. Sa ville s'enrichit, d'autant que les pèlerins chrétiens et juifs doivent s'acquitter d'un droit de passage demandé par les Ottomans. En protégeant la ville sainte, les Ottomans créent aussi les conditions de développement de la région. L'autre but de l'Empire est de prendre le contrôle de tout le commerce de transit. Au carrefour des trois continents, la Palestine est stratégique pour l'économie ottomane. Et si Jérusalem en est la capitale spirituelle, c'est Naplouse, à une centaine de kilomètres au nord, qui va devenir la capitale économique. Naplouse est nichée au cœur d'une vallée sur l'importante route commerciale des caravanes vers le nord. Avec ses ruelles, la ville est un dédale de boutiques et des shops hérités des Ottomans où s'entassent des montagnes de pâtisseries, de légumes et d'épices. C'est encore aujourd'hui le principal marché de la vieille ville. Ce marché est d'une grande importance et grouille de vie malgré les grands bouleversements intervenus. Il y a toujours une activité commerciale, économique, sociale et folklorique, et aussi de nombreux loisirs. Pour diriger son immense empire, le sultan s'appuie sur des gouverneurs nommés par le pouvoir central. À leur tour, ces gouverneurs s'appuient sur les grandes familles palestiniennes. Elles participent à l'administration de la région et collectent l'impôt. Une élite économique dont le pouvoir va s'accroître au fur et à mesure. Les grandes familles de Naplouse jouaient un rôle politique, social et économique. Sur le plan économique, les fils des bonnes familles étaient des entrepreneurs. Ils construisaient des bains et des savonneries, travaillaient dans le commerce, par exemple avec l'huile d'olive produite dans la région. Socialement, ils avaient avec les habitants de la vieille ville des relations non pas de classe, mais de coopération et d'entraide. Mais à la toute fin du XVIIIe siècle, une première incursion vient ébranler la région. Bonaparte tente d'envahir la Palestine. L'invasion est en partie repoussée grâce à l'intervention de ses familles. C'est une première brèche dans l'Empire. Ces élites prennent conscience qu'elles peuvent se passer de la présence ottomane. La révolte gronde. Certains princes se sont rebellés contre l'Empire ottoman et aspiraient à étendre leur influence et à contrôler d'autres villes. Pour ces raisons, des rébellions ont éclaté, fomentées par les princes, mais c'est le peuple qui a payé. Et de là, ça a été la fin de la stabilité dans la région. Pour restaurer son autorité dans cette région qui lui échappe, le sultan va imposer une série de réformes coercitives. Entre autres, il remanie intégralement l'armée. Mais il impose aussi, en 1829, des réformes hautement symboliques, parmi lesquelles ce fez que porte aujourd'hui encore la petite communauté des Samaritains. Une inclassable minorité
ni juive, ni musulmane, ni chrétienne, qui se réunit pour la Pentecôte biblique sur le mont Gerizim, juste au-dessus de Naplouse. En imposant ce fez à tous les dignitaires, religieux, civils et militaires, le sultan compte bien restaurer la cohésion dans tout l'empire et aussi faire taire les aspirations à l'indépendance. Mais cela ne suffit pas. Au XIXe siècle, la présence ottomane en Palestine est de plus en plus remise en cause. À quelques kilomètres au nord du mont Gerizim, toujours dans le voisinage de Naplouse, se trouve Sébastia. C'est l'un des plus anciens villages de Palestine. Nous sommes maintenant au centre de la vieille ville de Sébastia. Dans la vieille ville, le bâtiment civil le plus important est ici. C'est le palais Al-Kayed. Il a été construit à l'époque ottomane. En Palestine, il y avait ce qu'on appelle des villages du trône. On comptait 24 villages du trône comme celui-ci. Éloignés des grandes villes, les villages du trône sont les nouveaux chefs-lieux ruraux des Ottomans au XIXe siècle. Ce sont des villages qui assurent le contrôle des campagnes où l'élite politique et foncière s'est installée en tant que souverain semi-autonome. Mais une nouvelle menace arrive. Cette fois, elle vient du sud. En 1832, le pacha d'Égypte Méhémet Ali, pourtant mis au pouvoir par les Ottomans, se lance dans la conquête de la Palestine. Il confie les clés de la région à son fils, qui va vite devenir impopulaire. L'armée ottomane a imposé la conscription forcée aux jeunes Arabes pour les envoyer combattre. Et à cause du taux élevé d'imposition et des importantes taxes sur le peuple, des révoltes et des rébellions éclatent à Sébastia. Et dans ce palais, les révoltés se retrouvaient. Les villages du trône ont soutenu le peuple révolté, qui était persécuté, ce qui a participé à créer une certaine unité chez les Palestiniens. Cette révolte est matée dans le sang. Mais ces combats contre les pouvoirs ottomans d'abord, puis égyptiens, ont permis de faire naître un premier sentiment nationaliste. Dans le même temps, la Palestine se modernise, l'appareil d'État est rénové et les chemins de fer se développent. À Jérusalem, le sultan recherche même à nouveau la coexistence des religions que son lointain prédécesseur Soliman le Magnifique avait réussi à établir. Il fait construire une immense horloge, démolie depuis, sur les remparts de la ville. Jusque-là, c'était soit les heures de la prière musulmane, soit les heures de la prière juive, soit les cloches des églises chrétiennes, mais on n'avait pas une heure laïque, commune, citadine. Donc en 1907, signe de cette modernité de la fin de l'époque ottomane, cette tour de l'horloge va s'élever. On signale d'ailleurs qu'elle fait 25 mètres, un petit peu plus que le dôme du Rocher. Ça devient le monument le plus élevé de Jérusalem, à la gloire d'une certaine modernité citadine. Mais la dernière heure ottomane a sonné et l'Empire fait son ultime erreur en s'alliant à l'empereur d'Allemagne à la veille de la Première Guerre mondiale. Pour les Palestiniens, c'est un double affront. Non seulement le sultan fait détruire une partie des remparts pour ouvrir la porte de Jaffa, l'une des portes principales de Jérusalem, mais il invite aussi ses nouveaux alliés à entrer à cheval dans la vieille ville sacrée. La Première Guerre mondiale va tout emporter. Les révolutionnaires arabes s'allient aux troupes anglaises. C'est le point final de l'Empire ottoman en Palestine. Le général Edmund Allenby entre à Jérusalem le 9 décembre 1917 et lui va prendre le contre-pied de Guillaume II, évidemment,
son ennemi, on est en plein pendant la Première Guerre mondiale, Allenby va très ostensiblement arriver jusqu'au rempart de Jérusalem à cheval, va descendre de cheval, lui et tout son entourage, et va entrer ostensiblement à pied. C'est une photo célébrissime. Derrière lui, tout un détachement français et britannique. Et donc, il va prendre possession de la vieille ville de Jérusalem en entrant par la porte de Jaffa. La débâcle de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale ouvre les portes à une nation palestinienne. Mais il faudra attendre encore 70 ans pour que l'État palestinien ne se déclare indépendant. Je vais éviter de jouer avec, parce que j'ai cassé le parquet chez moi il y a un an en lançant une, c'est véridique. En revanche, Rachida, elle maîtrise la coco, en particulier quand il s'agit de préparer du poulet à la zambézienne. On la rejoint à Maputo tout de suite, la capitale du Mozambique, pour Papille. Bienvenue au marché municipal de Katembe. On va faire quelques achats. Bonjour. Je vais prendre 2 noix de coco. Celle-ci est bonne. La noix de coco est pleine d'eau. Le son est parfait. Ça signifie qu'elle est fraîche. Le citron est à combien, madame? C'est 3 pour 1. Merci beaucoup. Au revoir. Rentrons. Direction mon restaurant. On va cuisiner. Vite, vite. Voici ma cuisine. Pour faire les choses dans l'ordre, laissez-moi mettre mon tablier et on peut commencer. Pour faire le poulet à la mode du Zambèze, il faut commencer par la marinade. Pour un poulet entier, il faut compter entre la moitié et 75% d'une tête d'ail. Ensuite, on ajoute le sel et on pile. Le poulet du Zambèze, c'est un plat de la province du Zambèze qui se situe au centre du Mozambique. Pour qu'il soit bien mariné, savoureux et juteux, il faut le laisser reposer une nuit. C'est un plat qu'on aime avoir à table, pour les déjeuners de famille, les fêtes, les mariages. C'est une recette très populaire. Allons vite à la cuisine pour préparer notre mukapata. C'est parti. On ouvre la noix de coco. C'est la façon traditionnelle de râper la noix de coco. Dans mon restaurant, j'aime utiliser les méthodes ancestrales pour perpétuer notre savoir-faire. C'est un processus. On assiste à un rituel où la noix de coco émet un son magnifique. Lorsqu'elle commence à être râpée, elle émet un son spécifique. Quand on arrive vers la fin, le son est beaucoup plus clair. Je n'ai pas besoin de regarder ce que je fais. J'écoute ce que la noix de coco me dit. Et voilà, on peut voir qu'il n'y a plus rien à enlever ici. Maintenant, on va faire la mukapata. On a le riz et nos lentilles jaunes qui sont déjà lavées et qui vont cuire avec le lait de coco. On met du laurier pour ajouter une touche spéciale et pour le goût, un peu de sel. Ça commence déjà à bouillir. Il faut mélanger doucement. Et voici une mukapata bien crémeuse, comme vous pouvez le voir. On va déjeuner avec mon mari et des amis. Ils vont découvrir la spécialité de la maison. Bon appétit! L'un des meilleurs plats et l'un de mes favoris. Le poulet du Zambèze, en plus du mukapata, se marie très bien avec un chutney de tomates et du mukwano, une sauce à base de feuilles de manioc pour un résultat parfait.
Pour la suite, on a rendez-vous dans le Maine avec l'ennemi public numéro 1 du FBI dans les années 30. Son nom, je vous laisse le découvrir sur place dans cet incontournable. À Bangor, dans le Maine, on peut humer l'atmosphère qui a inspiré tant de romans à Stephen King. Dans ses contre-allées peu engageantes, sur ses façades aux panneaux délavés, les lecteurs peuvent croiser Christine, retrouver les personnages de Cimetière, ceux de Dôme ou encore ceux de Marche ou Crève. Incontournable Bangor où se déroula un carnage de légende. Richard Shaw, un historien local passionné par les hors-la-loi, endosse l'habit de ces gangsters pour nous raconter les États-Unis des années 30. En 1934, c'est l'apogée du banditisme. Bonnie and Clyde sont morts cette année-là. Les plus grandes figures de gangsters étaient Bonnie and Clyde et John Dillinger. Dillinger était un gars fascinant, il adorait ça. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne l'aimait pas. John Dillinger, le dernier grand gangster, est abattu au sortir d'une projection du film L'ennemi public numéro 1 en 1934. Mais un homme marche déjà dans ses pas. Al Brady. On peut dire que Brady, lui non plus, n'a pas eu une vie commune dès sa petite enfance. Son père a été tué dans un accident agricole. Sa mère, pour gagner de l'argent, a commencé à vendre ses charmes. Il a très vite embrassé une carrière criminelle. Et il prenait Dillinger, qui était un peu plus âgé, comme une référence. C'était une sorte de pacte avec le diable. Il s'est dit, je pense que je vais prendre sa suite. Je vais devenir le prochain Dillinger. En réalité, il n'était pas du même calibre. Mais c'était dans l'intérêt de tout le monde d'avoir un autre Dillinger. Le FBI voulait aussi une autre cible. Tout comme les quotidiens, parce que ça faisait vendre. Vol de voiture, braquage à main armée, meurtre, Brady et ses acolytes ont déjà une longue liste de forfaits dans l'Indiana, qui se retrouvent tous à la une des journaux. Mais Brady commet l'impardonnable. En mai 1937, 5 mois avant d'arriver à Bangor, son gang a assassiné un fonctionnaire de police nommé Paul Mineman. C'était un représentant de l'ordre et ils l'ont tabassé. Il a agonisé pendant 3 jours. Sa mère venait juste de décéder et sa femme était enceinte. C'était une tragédie américaine. Et ça a propulsé les membres du gang au sommet de la liste des 10 personnes les plus recherchées. Brady devient l'homme à abattre et prend la fuite. Il sillonne la côte Est jusqu'à ce que sa cavale le fasse atterrir dans le Maine avec 2 complices. Il a besoin d'armes. Un contact lui recommande un magasin à Bangor, mais le patron, suspicieux, téléphone aux agents du FBI. Les agents arrivent de Boston, suffisamment intrigués pour avoir fait tout le chemin jusqu'ici. Ils accompagnent le gérant dans l'arrière-salle et lui présentent un livre de photos répertoriant tous les gangsters, ce qu'on appelle des mugshots. Et à la toute première page, il s'écrit « Le voilà ! C'est l'homme qui est venu 2 fois dans mon magasin !» L'agent fédéral peut difficilement cacher son excitation. Il réunit une équipe d'élite et le dimanche 10 octobre au soir, 12 agents se retrouvent dans un hôtel pour établir un scénario d'attaque. Ils veulent absolument avoir les 3 membres du gang en même temps et disent « On va les piéger comme des rats. » Ces gars-là ne reverront plus jamais la lumière du jour. À la tête des opérations, Walter Walsh, un jeune agent fédéral ambitieux en liaison directe avec le directeur du FBI. Avec la complicité du gérant, il planifie son embuscade en plein centre de Bangor. C'était un beau matin, avec une météo comme celle d'aujourd'hui. Les 3 gangsters sont revenus chercher ce qu'ils pensaient être une mitraillette dans le magasin juste là. Et ce qui les attendait, c'était 12 agents du FBI armés jusqu'aux dents. Lorsque les gangsters ont tenté de récupérer l'arme, 2 d'entre eux ont été abattus dans la rue. Le bitume était rouge de leur sang. Raconter ce qui s'est passé prend plus de temps que le déroulé réel de la fusillade, qui a duré un peu moins de 45 secondes. Mais je suis sûr que pour les personnes impliquées des 2 côtés, ça a semblé durer 45 jours. Il faut savoir que les gangsters ont sommairement tiré les premiers. Il faut le reconnaître pour le FBI. On a souvent décrit cela comme une exécution.
Mais le gangster proche de la porte a ouvert le feu et a touché l'agent Walsh à l'épaule. Brady s'est rué hors de sa voiture. Il est sorti en criant « Ne tirez pas, ne tirez pas !» avant de commencer lui-même à tirer avec un 38. Cela ressemblait à des bruits de pétards avec l'écho de la rue. Un premier mort, puis une autre série de brefs coups de feu. Brady est mort. Et puis la suite, c'est pour la légende. Le centre de Bangor est une gigantesque scène de crime. Les agents du FBI sont vivants mais pas indemnes. Personne ne vient réclamer le corps d'Al Brady, enterré anonymement. Cette fusillade marque un tournant dans l'histoire du banditisme. Il y a eu des homicides par la suite, mais plus jamais de grosses fusillades sensationnelles entre truands. Parce que l'ère des gangsters a pris fin quelques mois plus tard, au milieu de l'année 1938. Nous sommes passés à autre chose avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Et vous imaginez bien que les gens avaient d'autres choses en tête. De plus, après 1938, le gouvernement fédéral fit adopter de nombreuses lois qui rendirent l'exercice du banditisme plus difficile. Grâce à une couverture médiatique inédite, la fin tragique du gang de Brady passe à la postérité, jusqu'à se confondre avec les scénarios des grands films du genre. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, les journaux ne publieraient pas ces clichés. Nous sommes peut-être plus libres, mais ils seraient certainement censurés. Ils ont laissé les corps exposés pendant 20 minutes. Il y avait une rumeur selon laquelle ils les avaient laissés là pendant 1h30 pour promouvoir un film de gangster d'Humphrey Bogart au cinéma du coin. Le patron du FBI a lu ça et il a envoyé un homme à Bangor une semaine plus tard pour enquêter. Mais combien de temps ces corps ont-ils été laissés dans la rue à la vue du public ? Ce n'est qu'en 2007 que Al Brady se voit offrir une vraie sépulture dans le cimetière de Bangor. Une tombe qui attire de curieux visiteurs. Un jour, j'ai retrouvé une bouteille de whisky vide, et puis des capsules de bière. Al Brady buvait pourtant du vin. La plupart des gangsters ne buvaient pas beaucoup, car il y avait de fortes chances qu'ils divulguent leurs secrets dans un bar. Quelqu'un pourrait les entendre comploter sur leur prochain braquage. Et j'ai aussi retrouvé un jour une petite poupée. Et chaque semaine, au cours des 2 dernières années, quelqu'un laissait même des fleurs fraîchement coupées. Al Brady n'aurait pas été contre quelques petits diamants, à mon avis. Le diamant qui fait l'objet de notre devinette du jour. Pourquoi est-il le meilleur ami du Panama? Eh bien, c'est parce qu'il a permis de percer le fameux canal. En l'occurrence, on parle ici du diamant noir, le carbonado, une pierre précieuse ultra dure dont regorge la Chapada Diamantina au Brésil. Au milieu du 19e siècle, c'est le matériau indispensable pour réaliser de grands travaux, comme le canal de Panama, celui de Suez, mais aussi pour percer les premiers tunnels des métros de Paris, Londres ou Buenos Aires. En raison de sa dureté exceptionnelle, on s'en sert en effet comme d'un forêt, un forêt aux centaines de carats. En tout cas, si vous avez des diamants qui traînent chez vous, n'hésitez pas à nous les envoyer, ça nous fait toujours plaisir de recevoir vos messages. Asphalt.